Bien, merci beaucoup. Tout d'abord, je voulais effectivement remercier les organisatrices de cette journée, de cette matinée. Et moi aussi, je suis très honoré d'être présent au milieu de vous. Et donc, je vais avoir le plaisir de vous présenter la licence professionnelle accompagnant de personnes avec autisme et troubles apparentés qui, comme le titre l'indique, et en réalité aussi, est une formation qui est tout à fait originale et unique en France. Donc je vais vous faire dans un premier temps rapidement la licence professionnelle pour qui, mais tout le monde l'a compris aujourd'hui. Ensuite, nous verrons rapidement aussi le contexte en France dans lequel s'est inscrite cette formation, la création de cette formation. Le contenu de la licence professionnelle, peut-être ça qui sera peut-être le plus intéressant pour vous, peut-être un peu fastidieux, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, et je devrais aller assez rapidement. Les débouchés, l'insertion professionnelle, les évaluations de nos instances supérieures, et je terminerai par une conclusion où je présenterai les reconnaissances qui ont été faites à cette licence professionnelle. Donc tout le monde sait que la nouvelle version de la DSM inscrit donc les troubles du spectre autistique dans une nouvelle grande catégorie qui s'appelle troubles neurodéveloppementaux, ce qui n'est pas tout à fait banal. C'est-à-dire qu'on retient la notion de développement et troubles neuro, y compris des troubles qui ne sont pas initialement spécifiés et caractérisés comme des troubles neurodéveloppementaux. Je vais par exemple ici parler des troubles spécifiques des apprentissages. Et donc cette nouvelle appellation trouble du spectre autistique rassemble les syndromes qui étaient initialement regroupés dans la grande catégorie troubles envahissants du développement. Et donc vous reconnaissez les intitulés de ces syndromes, Asperger, trouble autistique et trouble du développement atypique. Donc cette licence professionnelle concerne toutes ces personnes qui ont finalement des troubles du spectre autistique. Et à l'époque de sa création, le terme trouble du spectre autistique n'était pas encore vraiment utilisé. On avait conservé le terme autisme et troubles apparentés. Donc les troubles du spectre autistique constituent des handicaps importants pour les personnes qui les présentent dans différents domaines de la communication, socialisation, autonomie, apprentissage. Et nous savons qu'il y a des formes multiples dans le domaine de la clinique, de l'intensité, de la sévérité des syndromes. En France, à l'époque où cette formation a été créée, il y avait un contexte, alors certains diraient il y a encore un contexte, je pense qu'on peut effectivement le dire, où les conceptions, comme ça a été rapidement évoqué tout à l'heure, mais très précisément, la diversité des conceptions des approches théoriques. Le modèle psychanalytique utilise le terme psychose. Et encore actuellement, il y a des parents qui viennent en consultation et qui disent « voilà, on a donné un diagnostic de psychose infantile à mon enfant ». Les modèles neuropsychologiques qui sont plus centrés sur les explorations cérébrales, génétiques, biologiques, et les modèles en psychopathologie du développement au sens large qui considèrent donc l'autisme comme un trouble neurodéveloppemental tel qu'il est déterminé actuellement, maintenant, par les différents systèmes de classification au niveau international, qui postulent une étiologie cérébrale et un développement psychologique atypique et perturbé. Ce qui fait qu'il y a aussi une diversité des interventions avec des approches théoriques différentes, voire opposées, comme ça a été bien dit aussi tout à l'heure, avec des approches très ciblées, psychothérapie psychanalytique, ou des rééducations et remédiations des déficits, ou des éducations spécialisées qui peuvent être d'ailleurs associées, coordonnées, et ce qui n'est pas sans poser certains problèmes pour l'enfant et la famille éventuellement, de ces coordinations un petit peu particulières et bizarres. À une certaine époque, je pourrais dire maintenant, il y a encore quelques réticences à ce consensus, mais à une certaine époque, il y avait une véritable opposition dans l'approche diagnostique, puisque je rappelais tout à l'heure psychose, autisme, troubles autistiques, etc., dysharmonie psychotique, psychose déficitaire, des catégories diagnostiques proposées par la classification française des troubles mentaux de l'enfant et de l'adolescent qui s'opposaient, qui contrastaient avec ceux proposés par la DSM-4 et la CIM-10. Et bien entendu, pas de consensus entre professionnels sur les interventions, ce qui fait qu'il y avait des bizarreries, une inadéquation parfois des pratiques d'intervention auprès des enfants et des familles. Donc en France, il y a eu un certain nombre de mouvements des familles, et je sais qu'il existe aussi en Suisse, qui ont mobilisé les gouvernants pour s'intéresser à l'autisme, et donc il y a eu des plans
plan autisme. Il y en a eu plusieurs, donc je relate seulement les derniers, 2008-2010, qui a été l'objet de faire un point sur l'état des connaissances en matière d'autisme. Bernadette Roger faisait partie de ce comité national autisme et qui apportait des grandes informations, beaucoup d'informations sur les connaissances internationales qu'on pouvait avoir en matière d'autisme. Donc il y a eu des documents qui ont été édités par la Haute Autorité de Santé et ce qu'on appelle un état des connaissances ou un socle des connaissances sur l'autisme et les troubles envahissants du développement, l'approche diagnostique. Et il était question aussi à l'époque de formation au diagnostic et examens psychologiques, médicaux, interventions, mais il y avait déjà beaucoup de choses à faire sur le diagnostic, sur les recherches, sur les étiologies. Le second plan 2010-2012 a plus insisté sur les pratiques d'intervention auprès des personnes avec TED. Et donc, il y a eu des recommandations de bonnes pratiques publiées en mars 2012, vous voyez, ça ne fait pas très longtemps, sur les bonnes pratiques et notamment quelles sont les modalités d'intervention éducative et thérapeutique qui sont nécessaires, indispensables, recommandées, on n'a pas dit obligatoire, mais recommandées pour ces personnes avec autisme, les enfants, adolescents, adultes. Et donc le dernier plan, 2013-2017, mené par le gouvernement actuel, et donc Marie-Arlette Carlotti, qui est la ministre déléguée en charge des personnes handicapées, pilote ce plan. Et il y a 5 grands axes. Je fais partie du Comité national autisme pour ce plan. Et donc il y a notamment le 5e axe sur lequel je vais m'attarder aujourd'hui, sensibiliser, former l'ensemble des acteurs de l'autisme. Sensibiliser, former. Et ça, c'est bien écrit, hein, tout le monde est au courant, les familles, les professionnels. Former les professionnels de santé, les travailleurs sociaux, la communauté éducative. Pardon, j'ai appuyé sur quelque chose sur lequel il ne fallait pas appuyer, je rappuie, voilà. Adapter et poursuivre la formation de formateurs et développer les formations dans l'enseignement supérieur, ce dont je vais vous parler tout de suite. Et donc, les universités sont sollicitées pour faire des formations dans le domaine de l'autisme, avec des niveaux licence et master. Et il est évoqué aussi la notion de licence professionnelle permettant de découvrir la diversité des méthodes existantes compatibles avec les recommandations de la Haute Autorité de Santé et donc d'une agence aussi qui s'intéresse aux problèmes des personnes avec handicap. Et aussi constituer un réseau des diplômes universitaires TED pour voir s'il y a une possible harmonisation entre les différents contenus. Donc il y a un mouvement qui va dans le sens de faire en sorte que les formations et les contenus de formation soient relativement semblables, je ne dis pas identiques, mais semblables, et s'appuient sur les recommandations qui sont faites au vu des états des connaissances de revue de la littérature scientifique. Donc cette licence professionnelle a été créée dans ce contexte. Elle a été créée en 2009, donc bien avant les recommandations de la Haute Autorité de Santé, puisque moi je suis né dans le courant théorique de l'approche en psychopathologie et en neuropsychologie du développement, ayant été psychologue pendant 30 ans à l'hôpital de Tours, dans le service du professeur Lelore Sauvage et Catherine Barthélémy, qui a été un des premiers centres, avec le centre de Toulouse, dirigé à l'époque par Bernadette Roger, qui faisait des bilans, évaluation neuropsychologique au sens large, éducative aussi, psychomotricité, orthophonie. Et là, on rencontrait des parents qui arrivaient avec 4 diagnostics successifs de leur enfant. Et donc, ces bilans permettaient de faire à la fois l'exploration psychologique diagnostique et une exploration du fonctionnement cérébral. Et donc, cette formation, LPA, licence professionnelle autisme, accompagnant de personnes avec autisme, a été créée à l'Institut de psychologie de l'Université Paris-Descartes, qui est un partenariat de l'Institut national supérieur de formation et de recherche des enseignants, c'est-à-dire que c'est un institut qui forme les enseignants des écoles primaires et collèges qui vont s'occuper des enfants qui ont des handicaps, et notamment des enfants avec autisme. Et donc, c'est une formation qui concerne des étudiants ayant obtenu le niveau licence 2, et qui est ouverte à la formation continue. Cette formation est adossée à une équipe de recherche qui est composée d'un certain nombre de chercheurs, jeunes et moins jeunes, mais qui ont de l'expérience et qui sont experts dans le domaine de l'autisme. Et ça, je le souligne parce que c'est aussi assez unique, puisque cette recherche comprend des psychologues praticiens comme Romuald Blanc, maître de conférences et médicale, spécialiste dans le domaine de la qualité de vie des familles, Marie-Hélène Plumet, qui connaît très bien les questions de la cognition sociale et de l'autisme, Marie-Thérèse de Normand, qui est directrice de recherche à l'INSERM et qui s'intéresse aux troubles de la communication, Sylvain Moutier, qui vient de nous rejoindre et qui est un jeune professeur qui va, en psychologie du développement, qui va se mobiliser pour faire des recherches sur l'autisme. J'en suis très heureux. Et donc, cette formation ouverte à 35 étudiants
Ça, c'est le journal officiel, ouvert à un certain nombre d'étudiants, pas plus, mais on peut varier en fonction des possibilités, on a une certaine liberté. J'ai dit tout à l'heure Bac+2, c'est-à-dire licence 2 de psychologie, ou dans des domaines, des disciplines assez proches de la psychologie, sciences de l'éducation, du langage, sociologie. Des diplômes de Bac+2 qui ont des connotations intervention sociale, carrière sociale, et puis ouvertes à la formation continue des professionnels qui veulent se former tout spécifiquement à l'intervention, à l'accompagnement auprès des personnes avec autisme. Cette formation a un recrutement national, parce que c'est la seule qui existe en France. Donc les étudiants, les candidats viennent de plusieurs universités de France, plusieurs lycées pour les DUT ou BTS. Paris, c'est plutôt au nord de la France, donc on a plutôt les étudiants des universités de la moitié nord, quelques-uns du sud, mais sont plutôt assez rares. Donc voilà la première promotion, un exemple de la première promotion de la licence professionnelle, des étudiants qui viennent là se former, qui sont jeunes, qui veulent se former en formation initiale à l'accompagnement des personnes avec autisme, qui sont motivés, qui ont des lettres de motivation, qui ont des expériences, ou pas, mais la plupart ont des expériences autour d'eux, pendant les colonies, un enfant, un frère, et donc ils viennent, ils sont mobilisés. C'est dire que ça existe, il y a des jeunes qui ont l'intention, la vocation de s'occuper de ces personnes et ça d'en faire leur métier pour une grande partie de leur vie sans doute. Donc c'est une formation qui est très dense, on prévient toujours les étudiants, 918 heures de formation, c'est-à-dire 418 heures de cours à l'université et 500 heures de stage sur des lieux de stage habilités que nous avons, nous, choisis avec les associations avec qui nous sommes en contact. On a un réseau de lieux habilités de stage et on attribue un lieu de stage aux étudiants à chaque fois qu'ils sont inscrits à cette formation. Donc pour chaque étudiant, 36 heures par semaine, c'est dense, et les enseignements sont assurés par 75%, 75% d'enseignement est assuré par des professionnels. Donc une grande implication des professionnels dans une formation universitaire, ce qui n'est pas le cas habituellement dans les spécialités de master ou autres formations de licence. Ce sont plutôt les enseignants-chercheurs d'anciens métiers. Donc, que demande-t-on? Quelles sont les compétences qui sont requises, qui sont proposées, donc, qui sont données à ces étudiants? Connaître la psychopathologie clinique intégrative, connaître les principaux programmes d'apprentissage scolaire et les objectifs de la pédagogie, connaître aussi ce qui se passe dans les entreprises, parce qu'on va accompagner aussi des adolescents et des adultes, et des adultes qui vont travailler éventuellement, puis surtout maîtriser les techniques d'accompagnement de personnes avec TED, et celles qu'on enseigne, vous verrez tout à l'heure, je présenterai plus en détail les contenus de chacune de ces UE. Connaître les milieux de vie, fréquentés par les personnes avec autisme, leur famille, le travail, l'école, etc., les centres de loisirs, et puis leur donner une méthodologie d'observation et d'évaluation, donc une approche plus objective, voire scientifique, qui est proposée à ces étudiants. Une équipe a une gouvernance qui est assurée, comme toute formation universitaire, par un comité de pilotage. Il y a une équipe pédagogique dont vous pouvez voir les professionnels divers, pédagogues, psychologues, orthopédagogues, ergonomes, médecins, psychomotriciens, éducateurs spécialisés orthophonistes, donc tous les professionnels de santé qui gravitent habituellement autour des personnes avec autisme, un conseil pédagogique, et puis 11 UE, 11 unités d'enseignement. Donc c'est une formation dense, il y a 11 unités d'enseignement sur une année, une formation qui dure une année. Et donc je vais vous présenter successivement chacune de ces UE, vous voyez les 6 premières pour le premier semestre et les 5 autres pour le second semestre. Et donc la première UE, c'est on enseigne aux étudiants ce qu'il en est de la psychopathologie clinique intégrative, qui est une approche variée, neuropsychologique, développementale, éducative. Et donc les cours sont donnés de façon précise, il y a des cours magistraux et il y a des TD qui viennent illustrer chacun des cours magistraux. On parle de l'autisme, on présente un enfant avec autisme sur une vidéo. On parle des problèmes de théorie de l'esprit et de l'empathie. On illustre ce concept sur un document vidéo, une séance de travail sur papier. Donc, on invite aussi les étudiants à bien comprendre ce qu'est un bilan psychologique réalisé dans les normes et selon les recommandations concernant les personnes avec autisme, évidemment. Donc il faut que l'étudiant et le futur diplômé qui sera sur le terrain sache lire un bilan psychologique qui est censé élaborer un programme d'accompagnement.
parce que ces étudiants et ces professionnels vont travailler avec d'autres collaborateurs, et généralement, ils travaillent avec des psychologues, et dans les institutions où, s'ils travaillent en libéral, ils sont supervisés par des psychologues, et donc il faut qu'ils connaissent ce qu'il en est des psychologues, quel est leur travail. Sinon, s'ils lisent un bilan et ne savent pas ce que ça veut dire, ça ne sert à rien. Donc on les informe, on ne les forme pas à utiliser, à pratiquer le bilan psychologique, on les informe du contenu du bilan psychologique. Il y a aspects aussi médicaux, donc il y a une équipe médico-psychologique, médicale qui est de Sainte-Anne, l'hôpital Sainte-Anne, qui vient évoquer toutes ces questions de génétique, troubles médico-associés, traitements pharmacologiques, etc. Donc ils sont formés à ces questions précisément, et formés par des professionnels de terrain. Et puis, on les forme aussi à la psychopathologie des autres troubles apparentés. Donc, vous voyez, on reprend la classification DSM-4, différents syndromes de Rett, Asperger, polyhandicap, mais aussi les problèmes graves du langage, les troubles graves du langage ou des problèmes de retard mental et polyhandicap. Et les personnes qui sont formées à cette licence professionnelle, qui sont diplômées de cette licence professionnelle, peuvent aussi accompagner des personnes qui ont des handicaps mentaux graves, polyhandicapés, puisqu'ils ont tous les moyens d'intervention qui leur sont proposés lors de cette formation. On a une UE aussi qui concerne le droit et handicap. Ils sont formés aux différents droits des personnes handicapées par un spécialiste du droit. Donc je passe assez vite. Il y a ensuite une UE tout à fait fondamentale qui se porte sur 2 semestres, premier semestre et 2 semestres, qui fait 96 heures de cours, ce qui n'est pas banal, sur toutes les techniques d'intervention. Donc ce sont les seuls spécialistes que je connaisse qui sont formés à toutes les techniques qui existent, avec pour chacune des grands programmes ici, TEACH, ABA et EPEX, 24 heures. 12 heures de CM, 14 heures de CM, 14 heures de TD sur le TEACH, sur l'ABA, sur le PEX. Donc ils ont des moyens, ils sont vraiment formés. Ce n'est pas 2 heures de cours sur le TEACH, c'est 14. Les milieux professionnels, des représentants des associations, des établissements viennent présenter leur institution, leur service et disent ce qu'ils attendent d'un accompagnant. Donc ils sont sensibilisés aux attentes des futurs employeurs et des besoins des établissements, mais aussi des familles. Il y a une UE qui est centrée sur l'accompagnement de l'enfant à l'école et qui est animée, cette UE, par les spécialistes, les formateurs, des enseignants de l'INS-HEA, comme je le disais tout à l'heure, qui est partenaire de cette formation. Et donc on a des professionnels enseignants qui parlent de l'école, les programmes de scolarisation, comment évaluer l'élève, difficultés d'apprentissage des élèves autistes, quelles sont les techniques informatiques, tablettes tactiles que l'on peut proposer aux enfants avec autisme qui sont à l'école, enfin tous les dispositifs actuels dont peuvent bénéficier les enfants avec autisme qui sont donc dans les écoles. Non seulement les écoles avec classes spécialisées, mais les écoles aussi en milieu ordinaire. Travailler dans l'entreprise, donc les enfants ne restent pas des enfants toute leur vie, comme chacun le sait. Les étudiants ont tendance à l'oublier, mais on leur rappelle, il y a un jour des adultes. Et les adultes sont un petit peu arrivés tard dans la représentation des professionnels de la santé, puisque, vous savez, il y a le champ de la pédopsychiatrie et le champ de la psychiatrie. Donc les personnes avec autisme dépendaient de la psychiatrie, il y avait une espèce de rupture dans le suivi. Donc il me semble que le fait qu'on considère que ce sont des personnes handicapées on est un peu sorti de ce clivage, entre guillemets, pour reconnaître que ces personnes ont des besoins évidemment toute leur vie, chacun le sait. Et donc nous avons une UE qui est centrée sur l'insertion professionnelle des adultes avec autisme. Donc on a des ergonomes, des spécialistes de la psychologie de l'ergonomie pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, donc les personnes avec autisme, qui ont aussi 24 heures avec des informations très précises sur les profils de poste adaptés aux personnes avec handicap. Bien entendu, les étudiants sont formés aux dynamiques institutionnelles, dynamiques familiales, les problèmes, la qualité de vie des familles, les problèmes des institutions, l'organisation de l'institution avec des TD, des jeux de rôle, etc., très dynamiques, qui impliquent l'étudiant et qui lui permettent de faire l'expérience, de vivre un petit peu ce qui peut se passer dans une famille, dans une institution. Et puis on a des interventions dans cette UE
d'une maman, d'une adulte autiste qui témoigne de son parcours, de ses besoins, et donc qui informe, sensibilise d'une façon très particulière aussi les futurs diplômés de cette formation. Et puis il y a évidemment le projet de recherche, qu'on appelle le projet tutoré, et la supervision de stage. Donc les étudiants sont en stage 500 heures et sont supervisés par un enseignant de l'université, qui est en fait un professionnel qui vient donc assurer les cours en tant que chargé de cours et qui supervise ses étudiants 2 heures par semaine. Supervision de stage, 48 heures, donc sur toute l'année. Et puis le stage, donc avec une convention de stage, une charte pédagogique qui engage à la fois l'institution, l'association et l'étudiant, comme on le fait généralement dans les universités, mais tout est bien précisé, clarifié, chacun sait ce qu'il doit faire pour cet étudiant qui est ici, quelles sont les tâches qui lui sont attribuées, le mémoire de recherche qu'il sera fait, tout est bien organisé, différents stages en libéral, en institution, dans des associations de famille, associations professionnelles, etc. Voilà, donc ça c'est aussi cette même promotion avec un enseignant. Et les débouchés sont évidemment la question principale qui est posée par ces étudiants, puisque c'est une formation nouvelle. Donc les étudiants, pour vous lire tout de suite, trouvent du travail tout de suite, soit directement sur leur lieu de stage, soit 1 mois, 2 mois après avoir obtenu leur diplôme. Donc différents lieux, l'institution spécialisée, association de famille, je vais passer assez vite. Ils peuvent aussi être association de famille, parents, et travailler auprès d'un enfant à l'école, sur un contrat auxiliaire de vie scolaire, donc c'est l'éducation nationale qui rémunère, ou sur un contrat CESU par la famille. Il y a différentes modalités qui sont proposées aux étudiants, aux diplômés, pardon, qui vont accompagner cet enfant à l'école. L'adulte en entreprise aussi, ils accompagnent, ils peuvent faire des accompagnements auprès des adultes en entreprise et qui travaillent. Ici, donc 2 adultes qui sont intégrés, qui travaillent depuis, je dirais, une dizaine d'années et qui ont un CDI et qui donc sont accompagnés régulièrement, supervisés depuis ces 10 années par différentes personnes spécialisées dans l'accompagnement. Les débouchés, toujours, là, je poursuis un petit peu les différents types de débouchés. On est en train de faire le point. C'est les collectivités publiques, c'est aussi possible. Les municipalités peuvent solliciter des gens qui sont formés à l'accompagnement des personnes handicapées et notamment avec autisme. Les associations, je disais tout à l'heure, et des psychologues en libéral. Mais un diplômé peut s'installer comme auto-entrepreneur, assurer un accompagnement de plusieurs enfants dans des familles diverses. Donc, en gros, le montant de la rémunération, de 1 300 à 1 800 euros brut par mois. Généralement, ils sont embauchés dans les établissements sur des postes d'éducateurs spécialisés parce que les conventions collectives en France n'ont pas encore reconnu ce diplôme dans la hiérarchie des différents diplômes. Donc, ils sont embauchés sur des postes d'éducateurs spécialisés. Voilà, donc rapidement, le taux d'insertion professionnelle de la première année, 100% d'insertion professionnelle sur des répondants, 80% des répondants. Poursuite d'études de quelques-uns, c'est la première année. La deuxième année, 100% d'insertion professionnelle, poursuite d'études un peu moins. Donc vous voyez, à chaque fois, il y a une insertion professionnelle. Et donc, quels sont les métiers qui sont pratiqués par ces personnes diplômées? Éducateurs, moniteurs éducateurs, quand même quelques-uns qui ne sont pas très contents, puisqu'ils considèrent qu'ils sont sous-rémunérés. Des accompagnants avec une petite faute d'orthographe, dans des milieux de vie, famille, associations, et aussi sur des postes d'auxiliaires de vie scolaire. Donc c'est une formation innovante qui répond à des besoins importants concernant les personnes avec autisme, concernant les familles, concernant les établissements médico-sociaux qui demandaient depuis de nombreuses années des professionnels formés pour les écoles et les entreprises qui commencent aussi à s'y mettre et qui nous sollicitent pour leur proposer des professionnels. L'évaluation du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a été très favorable pour nous, avec une notation maximum A+, et la moins bonne c'est C. Vous voyez les systèmes de notation que l'on fait sur les différentes formations universitaires. On a été bien évalué pour l'insertion professionnelle et le lien avec les milieux professionnels, projet pédagogique. Le pilotage de la licence, ça c'est un petit problème qu'il y a eu concernant, c'est pas le directeur de la licence que je suis. Ils nous ont dit que c'est parce que l'université n'avait pas bien fait son travail concernant l'insertion professionnelle, et travail que j'avais fait moi-même par anticipation, parce que l'université elle fait l'évaluation de l'insertion professionnelle 3 ans après la création du diplôme.
comme on a été évalué 3 ans après, il a bien fallu faire l'évaluation avant. Bref, donc on est très content. On a reçu 2 prix depuis qu'on a été créé. C'est pour dire que ça correspond à un besoin, c'est reconnu par les médias. Le prix d'innovation pédagogique, le prix d'insertion professionnelle, ça c'est le prix Trophée Awards 2011, excusez, la chaîne de télévision Ma chaîne étudiante, avec, vous savez, film, musique, tambour quand on arrive sur la scène, etc., tout le truc, le joli trophée, un petit discours de 2 minutes, je pleure, je suis très ému. Et voilà, le trophée 2011. Et puis, deuxième prix, tout récemment, les pépites de la fac dans le numéro spécial Nouvel Observateur de janvier 2014. Les pépites de la fac, l'université a fait une enquête générale sur toutes les formations qui ont des bons débouchés professionnels. Et donc, nous faisons partie, dans la psychologie, de la seule licence professionnelle qui a été reconnue et validée aux côtés de spécialités de master. Donc voilà, nous sommes très contents, mais très contents parce que nous considérons que nous avons et que nous répondons effectivement à des besoins et que ces besoins, eh bien, ils sont nombreux. Ils doivent être satisfaits aussi dans d'autres universités, mais je sais que les universités n'ont pas forcément les possibilités ni les moyens de pouvoir développer cette formation qui est finalement assez lourde à gérer et à diriger, mais qui, de toute façon, donne des satisfactions pour tout le monde, les enseignants, les diplômés, et surtout les personnes qui ont besoin de ces professionnels. Donc on a fait des recherches, c'était évoqué tout à l'heure, nous avons réalisé des recherches ces 10 dernières années sur l'accompagnement, présente la licence, on a fait des recherches sur l'accompagnement, le rôle de l'accompagnement, le rôle du superviseur, avec Marion Wolf, Madame Gattegno, et aussi sur la qualité de vie des familles, Émilie Cap, et sur l'effet d'un programme spécialisé pour enfants avec autisme sur la qualité de vie. On a essayé d'examiner tous ces aspects de bénéfices de ces accompagnements tout à fait experts. Nous considérons que les accompagnements des personnes avec autisme doivent être réalisés, effectués par des personnes expertes formées, non pas qui ont une formation bac ou une formation de 2 heures sur l'autisme, tout le monde l'a compris. Et voilà, donc je vous remercie de votre attention. J'ai peut-être dépassé le temps, très bien. Pour la deuxième présentation, nous allons rester en France, mais on va partir un petit peu vers le sud, avec la professeure Bernadette Roger, professeure en psychologie clinique et chercheur à l'Université Toulouse 2, responsable d'un autre diplôme universitaire qui s'intitule Autisme et autres troubles du développement. Et Madame Roger est également auteur de nombreuses publications et rapports pour mieux comprendre et mieux agir par rapport à